Dans sa croyance en sa toute-puissance, l'humanité a oublié que notre Terre est encore notre berceau. La vie, qui a mis des millions d'années d'évolution pour nous créer, est fait d'équilibres fragiles, et nos dirigeants économiques et politiques n'en ont même pas conscience. Notre intelligence et notre capacité à comprendre le monde dans lequel on évolue fait de nous des êtres vivants tout à fait particuliers, mais à l'échelle de la vie planétaire, nous ne sommes encore que des enfants trop gâtés, et nous laissons des inconscients jouer avec des forces qui les dépassent pour des motifs bien futiles au regard de la vie sur notre planète. Depuis près de 200 ans, notre espèce exploite les énergies fossiles et libère ainsi massivement du CO2. Plusieurs milliards de tonnes de CO2 par an. 25 millions de tonnes de CO2 par jour. Des experts de tout horizon ont longtemps cru que ce CO2 serait absorbé par la biomasse ou par nos océans, et que cette exploitation outrancière serait sans conséquence. Ils avaient tort. Et même si aujourd'hui nombreux sont ceux à essayer de tirer la sonnette d'alarme à propos du réchauffement planétaire, seule partie visible de l'iceberg, ils n'ont pas encore réalisé le véritable impact de ces excès de CO2 sur notre écosystème. Et nos décideurs politiques n'ont malheureusement pas encore eu le courage d'imposer des changements nécessaires face aux lobbies liés aux énergies fossiles. Le réchauffement planétaire, qui tue pourtant environ 1 million d'êtres humains par an et coûte des milliards de dollars à nos assurances, n'est que la partie visible de l'iceberg. La stérilisation carbonique est un mécanisme d'interaction négative du CO2 avec la vie, qui conduira notre espèce et toutes les formes de vie évoluées de notre planète à leur totale extinction, si nous ne nous donnons pas les moyens d'agir et de nous y opposer. Laissez-moi vous expliquer ici son fonctionnement. Sur notre monde, l'évolution a conduit à la prédominance de deux grands modèles de formes de vie. Les organismes utilisant la photosynthèse ont en effet coévolué avec les organismes utilisant la respiration et sont devenus tous deux largement dominants sur notre planète. Le déchet de la photosynthèse étant l'oxygène, nécessaire pour la respiration, et celui de la respiration étant le CO2, nécessaire pour la photosynthèse, l'évolution de la vie a conduit naturellement à un équilibre bénéfique pour les deux grands modèles du vivant sur notre planète, en formant ainsi ce que nous appelons le cycle du carbone. De façon quasi mécanique, nos océans jouent un rôle de régulateur du CO2 atmosphérique, par simple dissolution du CO2 dans l'eau. D'où la faible augmentation du taux de CO2 atmosphérique sur laquelle s'appuient les climato-sceptiques pour nier le réchauffement planétaire. Ceci étant, pour parenthèse, j'espère que vous comprendrez après avoir vu cette vidéo que le réchauffement planétaire n'est que la partie visible de l'iceberg, que même si vous en êtes encore à danser sur le pont dans la plus totale inconscience, nous nous trouvons bel et bien sur le Titanic, et nous sommes sur le point de sombrer. L'évolution de la vie sur notre planète s'est faite par paliers successifs. La sélection naturelle a toujours favorisé les formes de vie les mieux adaptées à l'accès à la nourriture. L'apparition de la photosynthèse, qui permet de générer la nourriture à partir d'eau, de CO2 et de lumière, a donc été un palier indéniable de l'évolution de la vie sur notre planète. La respiration en a été un autre, tout aussi déterminant pour nous. Ceci étant, quand on parle de respiration, on pense tout de suite aux poumons,
ou aux branchies, c'est les poissons. C'est un tort. La véritable respiration a lieu au niveau cellulaire. La circulation sanguine, tout comme les organes tels que les poumons ou les branchies, se sont développés au cours de l'évolution pour satisfaire la nécessité d'alimenter en oxygène les cellules des organismes pluricellulaires et d'en évacuer le CO2. Ne pas avoir ce simple fait à l'esprit, à savoir que la respiration a lieu au niveau cellulaire, est un obstacle pour comprendre le mécanisme de stérilisation carbonique. Chez un poisson, les branchies filtrent l'oxygène dissous dans l'eau et permet son passage du milieu extérieur vers le sang. Sang, qui via le système circulatoire, permet aux cellules de l'organisme d'être alimentées en oxygène. De la même façon, à sens inverse, le CO2 produit par les cellules est évacué de ces dernières via le système sanguin, puis émis par les branchies dans le milieu extérieur. De façon normale, l'oxygène dissous dans l'eau passe par osmose dans le sang au niveau des branchies, et le CO2 passe du sang à l'eau par le même phénomène. Jusque-là, rien de très compliqué à suivre et pas de quoi s'inquiéter. Mais que se passe-t-il pour un poisson lorsque le milieu dans lequel il évolue, l'eau, voit sa concentration en CO2 dissous augmenter? Pour répondre à cette question, il faut comprendre comment fonctionne la respiration au niveau cellulaire. Un organisme pluricellulaire, comme un poisson, est composé de plusieurs cellules, de nombreuses cellules, de millions voire de milliards de cellules. Et même si l'évolution a conduit à de nombreuses espèces et à une diversité impressionnante, au niveau cellulaire, les besoins les plus basiques sont bel et bien restés les mêmes. Ces besoins basiques sont: primo, l'accès à la nourriture, au glucose donc au niveau cellulaire; secondo, un accès à l'oxygène; et tertio, l'évacuation du CO2. L'évacuation du CO2 est un besoin basique. Il faut bien comprendre ce point qui est essentiel. Pourquoi ce point est si essentiel? Une cellule eucaryote est composée de différents organites qui jouent chacun un rôle bien spécifique. En ce qui concerne la respiration, le seul organite qui nous intéresse ici est la mitochondrie, que vous pouvez voir en bas à gauche. La mitochondrie est une des merveilles de l'évolution. Sans elle, il n'y aurait pas de respiration, et la vie en serait sans doute restée au niveau unicellulaire. La mitochondrie, c'est la centrale énergétique qui alimente en énergie toutes les cellules eucaryotes qui composent des formes de vie évoluées ou pluricellulaires dont nous faisons partie. Dans ce schéma, on comprend que la mitochondrie consomme du sucre, du glucose, pour produire de l'énergie sous forme d'ATP et de NADH+, qui est l'énergie directement exploitable par les cellules animales comme végétales dans leur métabolisme. Le fonctionnement d'une mitochondrie s'appuie sur deux mécanismes biochimiques principaux: le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire ou phosphorylation oxydative. L'essentiel au niveau du cycle de Krebs, c'est de bien comprendre que ce cycle, au niveau biologique, a pour but d'utiliser le produit de la glycolyse à des fins de production d'ATP et de NADH+, source d'énergie pour la cellule utilisée par tout le métabolisme cellulaire, et que ceci libère du CO2 pour tout déchet. En ce qui concerne la chaîne respiratoire ou phosphorylation oxydative, vous pouvez tout autant constater que c'est assez compliqué. L'essentiel ici est de prendre note que les H+ libérés lors de l'exploitation des molécules d'énergie, à savoir NADH+, se combinent avec l'oxygène pour libérer de l'eau. Maintenant que vous avez une petite idée de la complexité de la respiration au niveau de la mitochondrie, et donc au niveau cellulaire, je vais me permettre de faire un point. Toujours pour simplifier à l'extrême, afin de rendre la compréhension de mes propos au plus grand nombre possible, la mitochondrie est une usine biologique de production d'énergie qui permet d'exploiter le glucose produit par des plantes avec de l'oxygène toujours produit par des plantes pour former du CO2 et de l'eau qui vont être consommés à leur tour par les plantes pour produire glucose et oxygène via la photosynthèse. La coévolution des organismes utilisant la photosynthèse et ceux utilisant la respiration ne pouvait donc parvenir qu'à un merveilleux équilibre que nous appelons le cycle du carbone.
J'ai énormément simplifié, mais il fallait que vous compreniez que la respiration, comme la photosynthèse, sont un peu plus complexes qu'inspirer et expirer. La vie, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, qui a mis des millions d'années d'évolution pour conduire à nous. Monsieur de Lavoisier, père de la chimie moderne, a dit un jour « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et il avait raison. Depuis un peu moins de 200 ans, nous exploitons des énergies fossiles. Loin d'être anodine, cette exploitation a libéré des milliards de tonnes de CO2 par an sur notre planète. Et maintenant, ce carbone va perturber l'équilibre du cycle du carbone. Pour vous donner une petite idée de ce dont on parle, et je le répète, il faut savoir que nos émissions de CO2 actuelles liées à l'exploitation des énergies fossiles représentent environ 25 millions de tonnes de CO2 par jour. La vraie question à se poser, c'est où il va? Où va donc ce CO2? Et quel peut être son impact sur la vie planétaire? Avant tout, où va-t-il ce carbone? Ce CO2? Sachant qu'il faut des millions d'années pour transformer de la matière organique en pétrole, il est exclu que ce carbone soit transformé en énergie fossile dans l'immédiat. Dans le vivant? Non. C'est une idée qui a fait son chemin, mais la vie est un équilibre entre les organismes qui utilisent la photosynthèse et ceux utilisant la respiration. D'ailleurs, si on a bien observé certaines plantes profiter de cet excédent de CO2, l'effet a été bien souvent compensé par la prolifération de formes de vie qui s'en sont nourries. Eh oui, la vie, c'est un équilibre permanent. Dans l'atmosphère, de toute évidence, et selon les faits, oui, mais de façon très limitée. D'où l'argumentaire des négationnistes du réchauffement qui soulignent la faible augmentation relative du CO2 dans notre atmosphère pour s'opposer à l'idée même de son impact au niveau planétaire. L'essentiel de nos émissions finit donc inévitablement dans nos océans, qui assurent de façon quasi mécanique la régulation du taux de CO2 atmosphérique, par simple dissolution. Ceci a entraîné une acidification de nos océans les plus significatifs, et une augmentation plus que notable des concentrations en ions carbonates, que vous pouvez observer ici. Vous pouvez voir sur cette carte que les pays les plus émetteurs de CO2 de la planète bordent les zones océaniques les plus chargées en ions carbonates. Et ça n'a rien d'un hasard. Tout comme il n'y a pas de hasard si les hécatombes de poissons observés se trouvent tous dans des zones de forte concentration en ions carbonates, et donc en CO2 dissous. Quel est le véritable impact de nos émissions de CO2 sur la vie? Le cycle de Krebs, comme la chaîne respiratoire ou la photosynthèse, et toute réaction biochimique sont basés sur des cascades de réactions chimiques qui sont pour bon nombre d'entre elles réversibles. Ça veut dire quoi, ce réversible, pour quelqu'un qui ne connaît rien? Simplement qu'elles ont lieu, comme elles doivent avoir lieu, sous réserve de certains facteurs. En effet, la vie a mis en place, au cours de l'évolution, toute une machinerie moléculaire extrêmement complexe, pour que des réactions chimiques qui ne pouvaient avoir lieu de façon naturelle se produisent malgré tout. D'où l'importance des enzymes et des coenzymes dans le vivant, car elles permettent toutes ces réactions chimiques qui ne pourraient avoir lieu sans elles. Cette machinerie moléculaire est totalement régulée, contrôlée, par la présence ou l'absence de certaines molécules comme les substrats ou les produits des réactions, et ce, quasiment pour chaque réaction chimique ayant lieu dans le vivant. Pour simplifier et aller au but de mon propos, pour qu'une mitochondrie fonctionne bien, et fonctionne tout court d'ailleurs, il faut que l'oxygène lui parvienne, tout comme le glucose d'ailleurs, mais aussi que le CO2 soit évacué. Dans le cas contraire, une accumulation de CO2 peut provoquer de graves perturbations jusqu'à entraîner la mort de la cellule. Le mécanisme de stérilisation carbonique est une perturbation des mécanismes biologiques de la respiration et de la photosynthèse, liée à un excès de CO2 dans le milieu entraînant une accumulation néfaste au niveau cellulaire. Comme nous l'avons vu, quand un poisson respire, il capte l'oxygène au niveau des branchies. Cet oxygène est conduit aux cellules par le biais du sang, par le système circulatoire. Les cellules exploitent l'oxygène et génèrent du CO2. Ce CO2 passe dans le sang, puis est apporté aux branchies par le système circulatoire. Au niveau des branchies, si le milieu extérieur est pauvre en CO2, le CO2 passe du sang au milieu extérieur, par simple osmose. S'il y a trop de CO2 dans le milieu extérieur, le CO2 reste dans le sang et s'accumule au niveau cellulaire.
puisque le mécanisme d'osmose qui permet du passage du CO2 de la cellule au sang est altéré, voire bloqué. Si ce CO2 s'accumule dans un organisme, au niveau cellulaire, il va gêner et finir par bloquer l'action des mitochondries. Dans les faits, pas de grands mots, cela se traduit par une asphyxie, qui finira par tuer l'organisme, ici le poisson. Après 200 ans d'exploitation des énergies fossiles, nous arrivons au point de rupture. Le point où le CO2 émis par le vivant entre en concurrence avec celui que nous émettons en exploitant les énergies fossiles. Et vous pouvez en voir ici le triste résultat. Bien sûr, le mécanisme de stérilisation carbonique est encore très tributaire de la température des eaux de surface en raison de la constante de solubilité du CO2. Plus l'eau est froide, et plus le CO2 se dissout. Et plus l'eau est chaude, et moins le CO2 se dissout. Ceci étant, le mécanisme de stérilisation carbonique frappe. Au début de ce désastre, des experts ont dit que ce genre de catastrophe arrivait 1 à 2 fois par décennie, pour des raisons inconnues, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2011, 195 cas d'hécatombes ont été recensés. Depuis novembre 2010 à aujourd'hui, plusieurs milliers de cas ont été recensés partout à travers la planète. De façon évidente, le mécanisme de stérilisation carbonique a commencé et semble prendre de plus en plus d'ampleur à travers le monde. Le plus inquiétant, c'est que les médias, faute d'explications à donner, ne relaient pas l'information. Notre espèce est ainsi faite que l'on nie ce qu'on ne comprend pas, comme si ce que nous ne sommes pas capables de comprendre ne pouvait simplement pas exister. Mais ces hécatombes existent, et ne pas en parler, ne pas diffuser l'information, ne les efface pas pour autant. Les photos montrées ici sont le fait de citoyens du monde, anonymes ou scientifiques, voire de médias locaux. Tout ceci est diffusé à travers Internet. Beaucoup de vidéos de ces hécatombes, faites pour bon nombre par des amateurs, d'où la mauvaise qualité, se trouvent sur YouTube ou Dailymotion. Au principe général de la stérilisation carbonique, déjà expliqué dans cette vidéo, il faut associer une notion particulière aux espèces. Il faut comprendre que chaque espèce a son propre métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques nécessaires aux cellules pour le bon fonctionnement de leur organisme. Plus le métabolisme d'une espèce est important, et plus elle consommera d'oxygène et émettra de CO2. Chaque espèce a son propre métabolisme, et ceci constitue une sorte d'empreinte, qui est caractéristique d'une espèce à l'autre. Le paradoxe de la stérilisation carbonique, c'est qu'une espèce ayant un gros métabolisme pourra être éradiquée de façon quasi spécifique, dans une zone de concentration anormale en CO2, et ce, même de façon transitoire, en fonction de la température des eaux de surface, alors que d'autres espèces, ayant des métabolismes moins importants, ne percevront même pas la différence et n'auront aucun problème. C'est la raison pour laquelle dans bien des cas observés, seule une espèce, de façon spécifique, est touchée. Et ce, de façon sans doute étonnante pour un non-initié. Le mécanisme de stérilisation carbonique est appelé à se développer et à prendre de plus en plus d'ampleur. Jusqu'où pourrait-il aller? Déjà, nos océans montrent un essoufflement dans leur capacité à dissoudre le CO2. À terme et à court terme, le CO2 ne sera plus pris en charge par nos océans et finira par s'accumuler dans l'atmosphère jusqu'à atteindre des taux incompatibles avec la vie telle que nous la connaissons. Si nous n'agissons pas pour nous y opposer, nous subirons le même sort que ces poissons, et nous n'y survivrons pas. Le mécanisme de stérilisation carbonique pourrait être assimilé à un vaste rééquilibrage planétaire. Nous avons prélevé des énergies fossiles et émis des milliards de tonnes de CO2. En mourant, des millions d'êtres vivants, sinon des milliards, permettront de stocker du CO2, en volume équivalent. Le pétrole d'aujourd'hui, ce sont les êtres vivants d'hier. Le pétrole de demain, bref, vous m'avez compris. Si vous voulez vous rassurer et faire la politique de l'autruche, dites-vous que ceci n'est qu'une théorie. Pourtant, il suffit de comparer la carte des concentrations en ions CO3 de moins à celle de ces hécatombes, pour l'heure toujours mystérieuse pour nos experts, pour comprendre que ces hécatombes ont lieu dans des zones de forte concentration en CO2 dissous. Et ceci en démontre le lien et la véracité.